Bonjour à chacune et chacun, Denis Stocking au micro. Au nom de Pour la Solidarité, je vous dis bonjour. Nous avons un problème de caméra de vidéo qui ne fonctionne pas, mais Magali Ramel, Frédéric Allais, nos orateurs et invités d'aujourd'hui sont bien présents avec nous. Nous allons commencer sans caméra. Donc nous avons le plaisir d'avoir une rencontre sur le droit à l'alimentation, cette nécessaire reconnaissance d'un droit humain. Aujourd'hui, au moment où les enjeux ces dernières années ont montré que l'enjeu de la faim, même dans nos pays européens, est toujours un enjeu important et de plus en plus important même, la question se pose de savoir c'est quoi ce droit humain, ce droit à l'alimentation? Pourquoi n'est-il pas reconnu à sa juste mesure? Nous aurons d'abord le plaisir d'entendre Magali Ramel, qui est docteur en droit public et qui vient d'obtenir le prix de recherche Caritas 2022 pour sa thèse portant bien sûr sur le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France. Ensuite, il y aura Frédéric Allais, belge, qui dirige un CPS, un centre public d'aide sociale, à Comines-Warneton, et qui dirige plusieurs associations sociales de terrain. Et donc, qui présentera plutôt la réponse des autorités publiques et des acteurs de terrain par rapport à cet enjeu du droit à l'alimentation. Ensuite, bien sûr, la parole sera donnée. J'espère qu'entre-temps, on aura résolu le problème des caméras. Mais je vais donner tout de suite la parole à Magali Ramel pour une présentation d'un PowerPoint pendant une vingtaine de minutes. Magali, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Denis, et merci de l'organisation de ce webinaire qui me permet de partager aussi les résultats de ma recherche en Belgique. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Hop, donc, je le mets en plein écran. Donc, l'objet de la présentation pour une vingtaine de minutes, ça va être de venir vous présenter un peu les grandes lignes de la démonstration de la thèse que j'ai donc soutenue il y a 1 an, pour laquelle j'ai été lauréate du prix Caritas, et donc qui est en droit public. Je suis juriste et qui porte sur ce que vous disiez, le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France, sachant que j'ai eu un peu ce spectre d'analyse qui s'inscrit dans le droit positif français, mais qui s'applique plus largement à l'ensemble des pays développés, parce que vous verrez, ça a été un des points de départ un peu de ma recherche. C'est un droit qui aujourd'hui n'est reconnu dans aucun pays qui est dit développé. Donc l'objet de ma recherche, ça a été de creuser ce que pourrait apporter la reconnaissance de ce droit pour mieux protéger le besoin des personnes. Et avant de rentrer un peu dans le sujet, je voulais commencer par vous partager une anecdote qui est une discussion que j'ai eue dernièrement avec un juriste qui a travaillé pendant plusieurs années avec Médecins sans frontières pour des missions à l'international. Et quand je lui ai dit que je travaillais sur le sujet du droit à l'alimentation en France, sa première réaction, ça a été de rétorquer que pourtant personne n'était en état d'insécurité alimentaire grave en France, qu'on n'avait pas d'enfants avec un tour de bras extrêmement faible, que personne ne mourait de faim en France. Et effectivement, sous cette perspective, tout l'objet et la priorité du droit à l'alimentation se posent de façon aiguë dans d'autres États, pas dans les pays les plus riches du monde. Et le but de ma démonstration, et ça a été un peu ce que j'ai essayé de développer dans la thèse aussi, ça a été de montrer qu'au contraire, il y a un sujet important relatif au droit à l'alimentation, y compris dans nos pays les plus riches, et que tout repose sur la façon dont on comprend les enjeux qui entourent l'accès à l'alimentation. Donc, pour vous donner un peu quelques éléments de contexte, de définition qui ont été au point de départ de la recherche, c'est ce que je vous le disais, c'est que j'ai constaté en fait un décalage, avant même de commencer cette thèse, entre ce qui est reconnu et protégé en droit international et ce qui est protégé en droit français pour toutes les sources juridiques de la lutte contre la précarité alimentaire.
En droit international, c'est la protection, et c'est l'objet de ces webinaires, c'est la protection du droit à l'alimentation. Donc, un droit humain qui est consacré par vraiment de nombreux textes en droit international, tous les textes relatifs aux droits de l'homme, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, le protocole international des droits civils et politiques, mais plus largement aussi les textes autour du droit humanitaire, même des textes relatifs au commerce qui consacrent et qui reconnaissent le droit à l'alimentation ou l'accès à l'alimentation comme un droit de l'homme. Il est aussi reconnu dans plusieurs constitutions nationales, et je vous le disais, en particulier dans aucun pays qui est développé. Pour vous partager un peu rapidement des éléments essentiels de sa définition, telle que posée en droit international, il y a une différence essentielle qui est reconnue entre le droit d'être à l'abri de la faim et le droit à l'alimentation. Et le droit à l'abri de la faim, on l'entend, c'est le socle minimal, avec le droit à l'alimentation qui protège un contenu bien plus large. Et notamment, c'est une approche fondée sur les droits qui va venir protéger l'ensemble des droits et libertés qui entourent les conditions et l'accès à l'alimentation. Et parmi eux, une place centrale qui est accordée à la dignité des personnes. Donc, le droit à l'alimentation, ce n'est pas uniquement un droit à un accès à l'alimentation, mais bien un accès digne à l'alimentation. Et un autre élément important dans cette définition, c'est qu'on ne reconnaît pas uniquement un objectif politique ou une cause à défendre quand on parle de droit à l'alimentation. On vient reconnaître qu'il y a une obligation pour les États de progresser le plus rapidement pour atteindre cet objectif et de rendre des comptes dans la façon dont il va l'atteindre. Donc, vous voyez, ce droit international, droit à l'alimentation et quelques éléments essentiels de définition, ce qui contraste fortement avec ce qu'on a en France, où il n'y a aujourd'hui aucune protection juridique pour l'accès à l'alimentation. Il n'y a aucune reconnaissance constitutionnelle, il y a très peu de textes, même dans le dispositif légal, qui va reconnaître l'enjeu de l'accès à l'alimentation comme un enjeu important à protéger. Et c'est pareil dans l'ensemble des textes européens. Plus encore, il y a même très peu de travaux de recherche sur ces travaux, sur ce sujet. Il y a dans les ouvrages, l'ensemble des ouvrages sur les droits et libertés, il n'y a pas de mention à l'alimentation dans la recherche aujourd'hui en France. Les vidéos ont l'air d'être arrivées. Je ne crois pas que je fais suite ma vidéo en même temps que le partage, mais sinon je le mets juste après. Juste après, vous l'aurez. Voilà. Entendu. Et ce que je vous disais aussi, donc sur cette situation en France, en fait, c'est pas que le sujet de l'accès à l'alimentation est absent, mais c'est qu'il est traité via une approche qui n'est pas fondée sur les droits. C'est-à-dire qu'on va reconnaître un objectif politique d'un accès de tous à l'alimentation, à la fois dans le droit et les politiques françaises. On va protéger des droits connexes, c'est-à-dire on va protéger, par exemple, l'enjeu d'une protection sociale, l'enjeu de droit à des moyens convenables d'existence. Et puis, il y a toute l'institutionnalisation d'un dispositif d'aide d'urgence avec l'aide alimentaire qui repose en grande partie sur les associations, et je suppose qu'on a un peu le même fonctionnement en Belgique sur la façon dont ça peut être pris pour les enjeux de l'accès à l'alimentation. Et pour certains, ces mesures juridiques et engagements politiques, vous voyez, de reconnaître un objectif politique, de protéger des droits à des moyens convenables d'existence et protéger l'urgence autour de l'aide alimentaire, ce seraient des mesures qui seraient suffisantes pour couvrir le contenu du droit à l'alimentation et qu'on n'aurait pas besoin de faire une protection supplémentaire et autonome du droit à l'alimentation. Merci. Et pourtant, et c'est toujours, je vous dis, un peu les éléments de contexte qui posent un peu ma problématique, pourtant, quand on lit les témoignages de personnes qui connaissent la précarité alimentaire, on voit qu'il y a des éléments essentiels de la définition de l'alimentation qui ne sont pas garantis aujourd'hui en France. Et notamment, c'est toutes les personnes qui font part des grandes difficultés d'accès à l'alimentation, ce qui est confirmé par l'ensemble des chiffres qu'on a aujourd'hui de l'insécurité alimentaire et que vous rappeliez, Denis, tout à l'heure. Aujourd'hui en France, je ne sais pas les chiffres en France, mais en Belgique, mais ce serait un Français sur 5 qui aurait des difficultés pour avoir un accès à l'alimentation en quantité suffisante et qui répondent à des enjeux d'une alimentation saine. Et on aurait 12% des adultes français. En Belgique. Pardon ? Ce sont plus ou moins les mêmes chiffres en Belgique. Je pense. Hein. Une vingtaine de pourcents de personnes en situation de faim. De faim et d'insécurité alimentaire, en tout cas modérée. Et je pense, c'est pareil, on a une grande progression de toutes les demandes d'aide alimentaire aussi. Donc, on voit bien que cet enjeu de protection de l'accès à l'alimentation, en soi, n'est pas suffisamment couvert, ou en tout cas, il y a un sujet. Et surtout aussi, les témoignages font part de ressentis de honte, de perte d'estime de soi, de stigmatisation, de préjugés autour de l'accès à l'alimentation. Et c'est ce que je vous disais. Donc, on voit l'atteinte à des droits fondamentaux autour de l'accès à l'alimentation, et ce qui renvoie à la définition du droit à l'alimentation, qui n'est pas uniquement l'accès à l'alimentation, mais bien l'accès digne.
Et donc, ces témoignages permettent un peu de contester l'affirmation selon laquelle ce droit serait suffisamment protégé par les mesures actuelles en France. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si la reconnaissance du droit à l'alimentation serait de même à pouvoir mieux protéger ces éléments. Et ça, c'est la problématique de ma thèse. C'est ce à quoi j'ai essayé de répondre avec cette recherche, qui était de se dire, cette problématique qui a été inchangée depuis le début, de s'interroger sur l'intérêt que présenterait la reconnaissance et la protection juridique du droit à l'alimentation par rapport aux orientations actuelles du droit et politique française au regard de l'enjeu de protection des droits et besoins des personnes qui connaissent la précarité alimentaire. Donc, ce qui revient à s'interroger sur ce qu'est la plus-value de la reconnaissance du droit à l'alimentation en tant que droit autonome par rapport aux objectifs politiques déjà reconnus, par rapport à la reconnaissance de droits connexes tels que la protection de droits à des moyens convenables d'existence, ou encore par rapport aux mesures d'aide d'urgence des associations caritatives. Je vais vous présenter un peu rapidement les principaux axes de la démonstration. Vous verrez, ça va être un peu théorique et après, j'irai sur 2 illustrations qui permettront un peu de donner plus de corps et de contenu sur ce que je vous présente. Et donc, pour vous dire un peu comment j'ai répondu, et la principale hypothèse que j'ai suivie dans ma démonstration, c'est ce que je vous ai aussi un peu en introduction, c'est d'essayer de souligner la nécessité de repenser ou d'élargir la compréhension que l'on a sur les enjeux qui entourent la lutte contre la précarité alimentaire pour pouvoir ensuite démontrer l'importance du droit à l'alimentation. Et pour cela, je me suis appuyée sur tout ce qui est les travaux de sociologie de l'alimentation qui permettent d'établir que l'accès à l'alimentation, en fait, ne se résume jamais à des seuls enjeux de satisfaction d'un besoin vital ou de santé et qui convoquent toujours des dimensions, donc sur le sens sociologique des termes, c'est des dimensions gastronomiques, c'est-à-dire tout ce qui est règles sociales, dimensions sociales, culturelles, politiques, qui entourent tout acte alimentaire. Donc, ça entoure également l'acte alimentaire dans la situation de faim. Donc, ça permet de dépasser toute approche qui résume l'accès à l'alimentation à des dimensions de santé ou nutritionnelles pour bien prendre en compte ces règles sociales alimentaires et reconnaître qu'il existe donc ces dimensions de gastronomie, y compris dans les situations de faim. Donc, vous voyez, j'ai repris l'expression gastronomie de la faim pour élargir le sujet. Et en prenant en compte ces dimensions de gastronomie, on élargit l'approche habituellement suivie pour concevoir la lutte contre la précarité alimentaire avec 2 dimensions, et j'y reviendrai juste après. La première, c'est ce que je vous disais, on dépasse une appréhension de l'alimentation seulement sur un plan quantitatif et qualitatif pour considérer également toutes les dimensions sociales, culturelles, identitaires de l'alimentation. Et par là, on va dépasser aussi une approche qui est uniquement centrée sur les comportements alimentaires des individus pour englober l'ensemble des interactions qui sont sociales, politiques à l'œuvre autour du fait alimentaire et considérer non pas uniquement l'individu, mais vous voyez, le poids de l'organisation sociale et politique sur les causes et sur les leviers pour lutter contre la précarité alimentaire. Et la démonstration, ou ce que j'essaie de suivre, c'est que quand on élargit cette approche, à ce moment-là, on met en évidence les enjeux juridiques qui entourent la lutte contre la précarité alimentaire et on peut alors mettre en évidence la pertinence d'une approche fondée sur le droit à l'alimentation. Ça, c'est les grands axes théoriques. Je pense que ça reste un peu abstrait pour vous et c'est pour ça que je vous propose d'illustrer ces 2 enjeux de ce que je vous dis, double élargissement, et de vous montrer comment on revient par le droit. Et le premier élément, je vous disais, pour le double élargissement, le premier, c'est qu'on dépasse une approche qui est focalisée sur les seules dimensions quantitatives et qualitatives de la nourriture pour venir considérer également les dimensions sociales et culturelles. Pour vous donner une illustration d'une approche qui serait focalisée sur ces seules dimensions physiologiques, quantitatives et qualitatives, on a une définition légale de l'aide alimentaire en France, donc reconnue par le droit français, qui pose que l'aide alimentaire, c'est la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en vulnérabilité sociale et économique, et que cette aide vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires. Là, je cite la définition légale, vous voyez bien, c'est de la fourniture de denrées, c'est de la quantité et, si possible, de la qualité pour les personnes en précarité dans leur accès à l'alimentation. Ça, ce n'est pas propre à l'approche française, c'est un peu le prisme qu'on retrouve dans toutes les mesures de lutte contre faim et malnutrition, tant au niveau européen qu'au niveau international, avec une attention première à répondre aux besoins vitaux et aux besoins énergétiques des personnes. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut voir comme limite, je m'appuie sur un article de presse qui est relevé, vous voyez le titre, c'est un article de 2016 et qui est relevé, le titre c'est « L'étonnante grève de la faim des mères sans domicile ». Et cet article, il relate une situation dans un centre d'urgence de la Croix-Rouge dans lequel étaient hébergées des mères avec enfants durant l'hiver. Un repas leur était servi 3 fois par jour par un prestataire extérieur, mais ces femmes voulaient nourrir leurs enfants
avec des repas qu'elles auraient elles-mêmes préparés selon leurs cultures alimentaires. Et donc, elles ont acheté des denrées ou ont cuisiné dans le centre. Or, ces pratiques n'étaient pas tolérées par la gestion de ce centre d'urgence. Donc, les mères se sont cachées pour cuisiner. Après, les denrées ont été confisquées et cette situation, c'est la source de grève de la faim de ces mères dans le centre. Et l'article relate que la situation est assez incompréhensible pour la gestionnaire du centre, puisque des repas sont fournis aux familles 3 fois par jour. Et à la lecture de cet article, on voit bien que le journaliste, il est lui-même très étonné de cette situation. Et effectivement, si on compare ces faits au regard des enjeux quantitatifs, qualitatifs de la nourriture, cette situation est assez incompréhensible, puisque de fait, il y a un accès suffisant à une nourriture qui est de qualité pour ces familles. En revanche, vous voyez bien que si on relie cette situation en élargissant et en prenant les dimensions gastronomiques, c'est-à-dire sur le plan identitaire, social et culturel de l'alimentation, on voit que les pratiques du centre empêchent et viennent contraindre les moyens de s'alimenter de ces mères avec enfants. Ils leur empêchent de se nourrir selon leur culture alimentaire. Et là, on peut voir l'expression de logique de violence alimentaire. Je cite une anthropologue, Bénédicte Donzy, qui montre ces logiques de contrôle social, de pouvoir exercer sur les conditions d'accès de ces personnes. Et c'est des violences qui sont exercées évidemment de façon involontaire, mais on voit bien que ça serait un contenu important à protéger au nom d'une approche fondée sur les droits. Donc, vous voyez que cet exemple, ça permet de voir que la réponse à la faim ne se pose pas uniquement sur le plan physiologique, mais qu'il est important aussi de prendre ces dimensions sociales et culturelles, et ça permet de revenir à l'importance des termes de la définition du droit à l'alimentation. Je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement de nourrir ou fournir des repas pour être à l'abri de la faim, ce qui est assuré ici, mais c'est bien de venir protéger l'ensemble des droits et libertés des personnes dans leur accès à l'alimentation. Et on voit bien l'importance de l'expression « un accès digne à l'alimentation à protéger ». On voit aussi que ces atteintes sont ignorées et non protégées tant que la conception de l'enjeu de l'accès à l'alimentation se limite à des enjeux quantitatifs et qualitatifs, ou que le seul enjeu, c'est de fournir des denrées alimentaires telles que c'était dans la définition légale de l'aide alimentaire. Et on voit aussi que ces atteintes peuvent se poser, y compris dans des initiatives qui visent l'aide alimentaire et visent à répondre aux besoins des personnes. Donc, vous voyez, par cet exemple et cet élargissement, on voit l'importance de repenser l'orientation des droits et des politiques publiques au regard de la réponse à l'urgence alimentaire, au regard du contenu et des éléments essentiels de la définition du droit à l'alimentation. Deuxième élément que je vous disais, donc ça, c'est ce premier élément de dépasser une approche physiologique pour prendre en compte ces dimensions culturelles et sociales de l'alimentation. Deuxième élément qu'on va avoir pour élargir l'approche avec cette approche gastronomique, c'est, je vous disais, on dépasse une approche focalisée sur les comportements individuels pour pouvoir prendre plus largement l'ensemble de l'organisation sociale et politique qui influe sur les comportements alimentaires. Là-dessus, je pense, alors on doit avoir les mêmes référentiels des programmes nutrition santé. Je ne sais pas si vous connaissez le message « Manger 5 fruits et légumes par jour » qui, nous, est un message un peu clé en France pour guider les consommateurs vers des comportements alimentaires qui seraient favorables à la santé. Et pour les personnes qui connaissent la précarité alimentaire, qui sont aussi particulièrement sujettes à des maladies liées à l'alimentation, telles que obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. On a de la promotion, on retrouve beaucoup de promotions, de programmes d'action et d'éducation alimentaire aux personnes, d'ateliers cuisine, d'ateliers de gestion du budget pour pouvoir faire cette promotion d'une alimentation favorable à la santé. Vous voyez bien, là, on axe sur l'individu, sur sa responsabilité, sur sa logique de consommateur pour faire évoluer les comportements alimentaires, y compris vers une alimentation plus durable. Et dans cette perspective, c'est principalement tout ce qui est sciences, nutrition, diététique, qui vont être sollicités, et on voit peu l'importance de recourir au droit, en tout cas, ce n'est pas immédiat pour voir l'enjeu de pouvoir orienter et aider à avoir des comportements favorables à la santé. Et c'est là aussi où, si on prend en compte ces dimensions gastronomiques, on peut complètement renverser l'approche. Les sociologues parlent de fait social total. Ce que je peux vous illustrer avec ce schéma, il est très dense, mais pour vous montrer juste, vous voyez ce rectangle rouge que j'ai fait, vous voyez le comportement alimentaire des consommateurs qui vont choisir pour des régimes alimentaires qui seront de santé, ce qui va pouvoir à la fois avoir des répercussions pour leur santé et les impacts socio-économiques. Ça, c'est le carré rouge que j'ai mis, c'est si on a ce spectre uniquement sur l'assiette du mangeur et le comportement individuel pour pouvoir se nourrir.
Quand je vous parlais de responsabilité individuelle, je peux vous donner une illustration de jurisprudence qui est récente en Angleterre, en mars 2021, qui ne semble pas une jurisprudence isolée. Et c'est une juge britannique aux affaires familiales qui a décidé de placer 2 adolescents dans des familles d'accueil en raison de leur surpoids. Donc, c'est-à-dire, le juge a décidé que les parents étaient responsables du surpoids de leur enfant, de ne pas savoir, de ne pas adopter des gestes qu'il faudrait pour pouvoir protéger la santé des enfants. Et c'est le principal motif de placement de ces enfants dans une famille d'accueil. Donc, vous voyez bien, responsabilité individuelle, responsabilité des parents pour des régimes alimentaires qui seraient favorables à la santé. Autre focus qui serait centré sur ces comportements alimentaires individuels, c'est le positionnement de certains auteurs dans la doctrine qui soutiennent par exemple qu'il faudrait qu'on ait un système de sanctions ou des mécanismes de responsabilité pénale pour pouvoir contraindre les consommateurs qui ne respecteraient pas une bonne conduite alimentaire, donc qui ne suivraient pas par exemple toutes les normes des programmes nutrition santé, au motif que ça aurait un poids sur les enjeux de santé, vous voyez, et de protection sociale. Donc là aussi, on voit un spectre centré sur la responsabilité des individus, du comportement des consommateurs, qui est responsable d'une alimentation favorable à la santé et qui doit être tenu responsable de comportements qui ne répondraient pas aux standards posés sur ces normes nutritionnelles. Là, je pense que vous sentez les effets pervers et les inégalités qui peuvent être générés par cette optique centrée sur les seuls enjeux nutritionnels et de santé. Parce que dans ce cas, toutes les personnes en précarité sont non seulement victimes d'inégalités dans leur accès à l'alimentation, mais elles sont aussi tenues responsables de ces inégalités d'accès et de leurs conséquences sur leur état de santé. Et c'est là que je trouve que ce schéma qui est proposé par un haut conseil d'experts attachés aux organisations mondiales de Conseil de sécurité alimentaire mondiale, qui montre bien que les comportements alimentaires sont influés par une pluralité de facteurs, de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du système alimentaire, d'un environnement, c'est-à-dire tout ce qui entoure nos choix de consommation, notre offre alimentaire, tout le marketing, etc. Et que vous voyez tout en bas, l'action politique et programmatique, c'est-à-dire l'importance de l'organisation et de notre organisation sociale et politique et de l'orientation du droit et des politiques publiques qui influent en fait largement sur les comportements alimentaires et qui peuvent être aussi dans les causes des inégalités d'accès à l'alimentation. Et vous voyez qu'avec cette approche aussi là, de paix sociale totale, ou d'élargir l'approche pas sur l'individu, mais plus largement sur l'organisation sociale et politique, on peut voir l'ampleur finalement des champs politiques qui sont convoqués par cet enjeu alimentaire et par l'enjeu et l'objectif de l'égal accès de tous à l'alimentation. Qui montre aussi l'enjeu du droit à l'alimentation, je vous ai dit, c'est d'engager la responsabilité de l'État. On voit bien là, l'enjeu, c'est pas de nourrir les personnes, c'est bien de faire en sorte et de contrôler que l'ensemble des pans de ces politiques publiques convergent vers l'objectif d'un accès de tous à l'alimentation, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas reconnu ni contrôlé. On voit aussi dans ce sens, je pense que vous voyez l'insuffisance de toute perception qui réduirait le pan et la portée du droit à l'alimentation au seul enjeu de garantir des moyens convenables d'existence. Parce que là, on voit bien évidemment que le revenu des personnes est un enjeu parmi les causes principales dans les inégalités d'accès à l'alimentation. Mais on voit bien que la portée d'un encadrement juridique de toutes les politiques qui influent sur les conditions d'accès à l'alimentation est beaucoup plus large que seulement les mesures de protection sociale et de revenus des personnes. Donc, pour arriver, et je finis ma présentation là, un peu aux conclusions principales de mon étude, c'était d'essayer de montrer que tant qu'on a qu'on comprend les contours de la lutte contre la précarité alimentaire et des enjeux de l'accès à l'alimentation uniquement limités aux enjeux quantitatifs et qualitatifs de la nourriture, à ce moment-là, on peut penser que toute l'orientation du droit et des politiques publiques françaises sont suffisantes pour répondre aux enjeux des personnes et aux besoins des personnes. Par contre, quand on élargit l'approche et qu'on prend en compte ces dimensions gastronomiques, on renverse complètement ces considérations, puisqu'on voit qu'il y a de nombreuses inadéquations actuelles dans l'approche française actuelle pour justement poser ces besoins. On n'a aucune protection des enjeux identitaires, ni des logiques de pouvoir et d'exclusion sociale. Et donc, il y a une invisibilisation de ces enjeux, mais on a en plus l'absence de protection. Et on voit, vous voyez, par exemple, avec certaines orientations autour de la lutte contre pauvreté et exclusion et des mesures d'aide alimentaire qui peuvent en plus soutenir des logiques qui portent atteinte à ces enjeux identitaires ou des logiques de pouvoir.
On voit aussi, ce que je vous montrais tout à l'heure avec le schéma, l'autonomie des enjeux alimentaires par rapport à ce qui serait droit connexe, de droit à des moyens convenables d'existence, que je vous ai montré. Hein. Ça concerne des pans de politique publique beaucoup plus larges que seulement ces enjeux de moyens convenables d'existence. Et on voit aussi, c'est ce que je vous montrais juste avant, l'ampleur des champs des politiques publiques qui auraient vocation à être encadré par le droit à l'alimentation, donc l'autonomie de ce droit, et donc son caractère contraignant et pas uniquement programmatique, dans le sens, c'est pas uniquement une cause à défendre ou un objectif à atteindre. On voit du coup aussi l'importance de protéger les droits des personnes autour de l'accès à l'alimentation. Et donc, la nécessité d'intégrer dans le droit français plusieurs éléments du contenu normatif du droit à l'alimentation, dont l'enjeu essentiel autour de l'accès à l'alimentation, protéger la dignité des personnes, l'enjeu de la participation, c'est la place et la voix des personnes concernées, l'enjeu de la non-discrimination, l'enjeu de l'engagement de la responsabilité de l'État. Et donc, on met en évidence la plus-value que présenterait l'intégration dans le droit français des éléments de définition et du contenu normatif du droit à l'alimentation pour mieux protéger les droits et libertés des personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de ma présentation, mais là, je viens répondre à la problématique que je vous avais présentée. Mais il y a un intérêt à reconnaître le droit à l'alimentation seulement si on élargit aussi la façon dont on comprend les enjeux du droit à l'alimentation et son contenu en prenant en compte les dimensions de la gastronomie de la faim. Donc, ce qui vient aussi venir enrichir un peu l'interprétation qu'on peut avoir sur ce droit. Et donc, pour finir rapidement sur la portée, vous voyez bien que ça a une portée directe d'appeler un changement d'approche, un changement de paradigme pour l'orientation du droit et des politiques actuelles en France et plus largement, je vous disais, dans l'ensemble des pays développés, de montrer l'importance qu'il y aurait à se fonder sur ce droit. Il y a un grand champ de recherche pour la recherche en droit. Je vous le disais au début, pour l'instant, il y a très peu de recherches autour des droits et libertés qui intègrent ce sujet de l'alimentation. Et donc, ça appellerait à la fois à essayer de mieux comprendre ces enjeux publics. Et vous voyez ce schéma que je vous ai montré sur le fait social total, mieux comprendre le rôle que pourrait avoir le droit pour orienter les politiques au niveau européen et au niveau national. Et pour ça, on a besoin absolument de travailler de façon pluridisciplinaire, puisque c'est à partir de l'apport des autres sciences sociales qu'on peut comprendre un peu ces enjeux publics de l'alimentation. Et il y a un enjeu d'autant plus fort pour la recherche et cette cause du droit à l'alimentation au regard des crises actuelles environnementales, sociales et de santé que tout le monde connaît, puisque cette étude montre les limites et les inadéquations, voire les risques d'inégalités supplémentaires qui peuvent être générés par toute démarche qui resterait focalisée sur les seules considérations nutritionnelles ou environnementales. Et de la nécessité de mieux comprendre les enjeux de l'accès à l'alimentation et de les mettre au centre pour pouvoir penser la réponse à ces enjeux. Et donc, vous voyez, on renverse peut-être la perspective de ne pas raisonner de la fourche à la fourchette pour pouvoir penser les enjeux du système alimentaire durable, mais bien de penser de la fourchette à la fourche avec un accès tous à l'alimentation et égal tous à l'alimentation pour pouvoir repenser les orientations et donc ce qui permettrait peut-être de pousser l'hypothèse que si aujourd'hui on a une place assez résiduelle donnée à la considération du droit à l'alimentation, si on renversait l'approche, si on comprenait les enjeux de façon beaucoup plus large, on pourrait justifier d'une place centrale à défendre pour le droit à l'alimentation, pour comprendre l'ensemble de ces enjeux. Voilà pour les grandes lignes un peu de ce que j'ai travaillé sur ce travail. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Magali, pour cet exposé, ce PowerPoint. Donc, un certain nombre de personnes demandent si vous acceptez qu'on envoie le PowerPoint aux participants. Et donc, nous le ferons dans les heures qui viennent ou demain ou plus tard. Merci beaucoup pour cet élément. Merci pour vos conclusions également, même si vous faites un appel à de la recherche complémentaire en droit, en sciences sociales, mais il y a aussi parmi les participants à cette visio, ce webinaire, il y a toute une série d'acteurs de terrain. Et donc, pour les acteurs de terrain, ce que vous dites est quand même tout à fait important. Je vais donner la parole à un acteur qui est à la fois public et un acteur associatif de terrain, Frédéric Allais, en Belgique. Mais j'ai vu sur la liste des participants que des acteurs de terrain sur la lutte contre la précarité alimentaire française sont parmi nous, et notamment du Secours populaire du Nord
et bien entendu, ils auront la parole s'ils le souhaitent ensuite. Je vais donner maintenant la parole après cet exposé de Magali Ramel, tout à fait interpellant, mais extrêmement intéressant et novateur. Vraiment, il y a plein d'innovations dans ce que vous avez dit. Et je passe la parole maintenant à Frédéric Allais pour une intervention. N'hésitez pas, les participants, à demander dans les questions-réponses. Inscrivez-vous pour poser une question tout à l'heure. La parole vous sera accordée. Frédéric Allais, vous avez la parole. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, donc pour faire le lien avec ce que Magali vient de nous présenter, donc on va parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'ensemble des textes où apparaît ce droit à l'alimentation. Moi, j'ai retenu un texte des Nations Unies qui définit le droit à l'alimentation et qui intègre la notion de qualité d'alimentation. Vous allez voir après que ça devient de plus en plus important. Et on parle même dans ce texte-là de garantie du droit de se nourrir. Et je trouve que c'est moins marketing, c'est moins vendeur que le droit à l'alimentation, mais ça pointe bien l'enjeu qui est de se nourrir et qui parle vraiment à tout le monde. Ensuite, on parle de droit fondamental, donc ça veut dire que sa non-réalisation va rendre impossible une vie digne. Et en tant que président de CPS, cette notion de vie digne me parle, puisque la Constitution belge prévoit que chaque Belge a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Et concrètement, cela se traduit par la création de CPS, de centres publics d'action sociale, dans l'ensemble des villes de Belgique. Et donc, j'en préside un. C'est un service public qui a une vocation sociale très large, avec différents champs d'activité. Et un de ces champs est évidemment l'aide alimentaire. J'ai trouvé quelques chiffres, on parlait de chiffres, je ne suis pas très chiffre, mais je pense que ça m'a un peu interpellé. Donc, c'est une enquête de 2022 sur les revenus et les conditions de vie en Belgique, c'est une enquête européenne. Donc, j'ai noté 4,1% de Belges qui est en incapacité à s'offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les 2 jours au moins. Donc, on a 4,1%, et si on détaille un peu sur les régions, j'ai pris Bruxelles-Capitale, on est à 8,3%. Et si on prend la Wallonie, on est à 6,7. La Flandre, on est à 1,9. Donc, il y a quand même une disparité. Mais ce chiffre, pour moi, est interpellant. Alors, 2 leviers sont possibles. En tout cas, je vais développer ici 2 leviers. Les revenus adéquats permettent de se nourrir. Et puis ensuite, l'aide alimentaire. Alors, j'estime, je pense qu'on peut convenir de ça, que si un individu ou une famille n'est pas en capacité de se nourrir, étant donné que c'est un droit fondamental, on décide que c'est l'État qui doit favoriser ce droit. Donc, au niveau de la Belgique, on a les minimums sociaux qui ont augmenté de 23% en 2 ans, donc ce qu'on appelle le revenu d'intégration sociale. J'y reviendrai tout à l'heure avec vous. L'idée, c'est que pour 2024-2025, on arrive au seuil de pauvreté déterminé par la Belgique, ou en tout cas un seuil qui a été déterminé, qui est de 1 490 € net par mois pour un isolé. Ça, c'est l'objectif. Donc, les minimums sociaux atteignent ce revenu-là. Et puis ensuite, vous parlez des dispositifs d'aide alimentaire. Donc là, nous, on travaille principalement avec les banques alimentaires, avec le programme européen FEAD, avec des distributions hebdomadaires, avec la création d'épiceries sociales qui permettent d'avoir un assortiment complémentaire et un enjeu aussi de consommateurs au niveau des bénéficiaires. On a le développement des restaurants sociaux, on a parlé d'ateliers collectifs, je rajouterai les potagers communautaires. On a également, dans certains projets, l'intégration de producteurs locaux qui semblent importants. Alors, j'ai aussi trouvé quelques chiffres sur l'aide alimentaire. 40% de cet approvisionnement de l'aide alimentaire comment je vais dire ça, donc, provient de la récolte des invendus. Donc 40% de la récolte des invendus, 40% du programme FEAD et 20%, on peut considérer comme des dons. Alors, quel débat j'entends, quelle interrogation j'entends à la fois dans la sphère politique, puisque au niveau CPS, c'est un mandat politique, et au niveau associatif, puisque l'ASBL Perspective est une association. Eh bien, je vous parlais tout à l'heure de cette augmentation des minima sociaux et ce débat qui est de dire, voilà,
On augmente les bas sociaux, quid des bas salaires. Les chiffres sont que le salaire minimum garanti en Belgique, c'est de 1 773 € et qu'un isolé, à l'heure actuelle, touche, donc en revenu d'intégration, 1 214. Donc, il y a quand même une différence. Or, là, ce qu'il faut apporter, c'est la notion de pouvoir d'achat. Donc, le montant du salaire ne suffit pas. Il faut intégrer une notion de pouvoir d'achat. Ensuite, on a, notamment au niveau de fédération ou d'organes de réflexion sur la pauvreté, cette interrogation sur la poursuite dans la durée d'initiatives qui, en principe, étaient destinées à des situations urgentes et d'extrême pauvreté. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, elles deviennent un peu une norme et qu'elles s'installent dans la durée. Et je vous dirai plus loin que mon constat terrain fait que les bénéficiaires augmentent d'année en année, et donc ça, c'est assez interpellant. Il y a la remise en question du secteur de l'agroalimentaire et de la malbouffe, on y reviendra, et il y a également le changement de cap du programme européen FEAD, qui au départ servait à redistribuer des surplus, et qui aujourd'hui, pour certains organismes, est plutôt là pour financer une certaine économie de la malbouffe, puisqu'on essaie d'avoir un maximum de denrées avec un budget limité, et donc là, on peut s'interroger sur la qualité. Alors, sur le terrain, moi, je pense que le mythe de plus de salaire et moins d'aide alimentaire ne fonctionne pas, ou en tout cas n'est pas suffisant. Je vous le dis, depuis moi, 3 ans, 4 ans, le nombre de familles qui viennent frapper à la porte de différents dispositifs augmente. Alors, on doit mettre en parallèle également les crises successives qu'on a vécues, ce qui fait que cette augmentation des minimums sociaux ou les indexations automatiques des salaires sont un peu amputées par une inflation, une crise de l'énergie et tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter simplement à plus de salaire égale moins d'aide alimentaire. Il y a un enjeu du bien manger, on en discutait tout à l'heure et Magali vous présentait le schéma, qui devient une urgence sociale et sociétale. Or, il faut constater que ce n'est pas une priorité des bénéficiaires de l'aide alimentaire aujourd'hui. Et on peut les comprendre. Ils sont dans différentes urgences, il y a différents enjeux auxquels ils doivent répondre. Et donc, on peut comprendre que leur première priorité n'est pas forcément d'aller chercher une nourriture de qualité, c'est plutôt de pouvoir se nourrir, basiquement, de pouvoir accéder à cette alimentation. Et on se rend compte aussi dans l'analyse, je pense que c'était dit tout à l'heure, que pour répondre à cette urgence, ils se dirigent vers la malbouffe. Et donc, du coup, ils ont un peu une double peine, puisque cette malbouffe entraîne également des problèmes de santé, et donc il y a des conséquences à cela. Donc, à cela s'ajoute aussi, donc j'ai retrouvé une étude des militants de Carmonde qui était très intéressante et qui me parle et qui doit parler à celles et ceux qui travaillent avec les bénéficiaires. C'est toutes les difficultés engendrées par ces situations où, en fait, ces bénéficiaires de l'aide alimentaire dépendent d'autres personnes pour pouvoir se nourrir. Ils évoquent la honte, l'humiliation qu'ils ressentent, parfois la difficulté de supporter le regard des autres. Et également, on se rend compte ces dernières années une multiplication des initiatives. Initiatives publiques, initiatives associatives, donc on voit bien le CPS, la Croix-Rouge, l'ensemble des associations dont je fais partie, parfois même des initiatives personnelles. Et en fait, on se rend compte que ces bénéficiaires doivent circuler entre différents travailleurs sociaux et réexpliquer à chaque fois, prouver, entre guillemets, à chaque fois, qu'ils peuvent avoir accès à cette nourriture et à cette alimentation. Une étude de l'IWEPS indique, je trouvais ça intéressant, que l'amélioration de l'organisation de l'aide alimentaire et de la récupération des invendus alimentaires ne suffit pas pour lutter contre la précarisation. En fait, on reste dans une espèce de gestion de la pauvreté et non de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et donc, que d'autres mesures politiques doivent être envisagées. Alors, quelle solution? Je vous avoue que moi, je n'ai pas la réponse. Chacun a son vécu, chacun a ses propositions. Et je pense qu'on est là face à un enjeu de société et un débat qui est très difficile parce qu'on aura de l'idéologie, on aura du dogmatisme, on aura du lobbying. Mais en fait, si on s'accorde sur le fait qu'on a un problème,
on a un droit fondamental qui n'est pas garanti, que des rapports sur l'état de notre planète sont alarmants sur la suite, sur des budgets importants qui sont mis en santé publique, tant en prévention que pour pouvoir accompagner celles et ceux qui subissent les méfaits de la malbouffe ou d'autres politiques de santé publique. Moi, je pense que la réponse passe par justement ce droit fondamental à l'alimentation. Si nous répondons à ce droit fondamental à l'alimentation, au droit de se nourrir, on travaillera sur l'ensemble des problématiques au niveau européen, donc la production, la distribution, la qualité de l'alimentation, la distribution, parce que la crainte, et heureusement Magali a vite expliqué le reste de son schéma tout à l'heure, on voyait bien que la première partie était concentrée sur la volonté d'obliger le consommateur à poser le bon acte. Mais au final, il achète un produit qu'on lui propose. Donc pourquoi on ne partirait pas de la base, de dire, est-ce que ce n'est pas mieux de lui offrir un produit qui correspond à ce que l'on souhaite, plutôt que de l'obliger à faire un choix où on sait que finalement, avec ses moyens, il n'aura pas forcément le choix, entre guillemets, ou en tout cas l'occasion de faire le bon choix. Et alors, je me suis plongé un petit peu, puis ça fait écho à une formation qu'on a eue avec Denis, il n'y a pas très longtemps, donc pour la solidarité, sur l'Europe et sur les leviers de pouvoir et de décision. Et donc j'ai repris les leviers de pouvoir et de décision de l'Union européenne, financement de la politique agricole, hiérarchie des normes, traité européen qui donne à l'Europe la compétence exclusive de la politique commerciale commune et des compétences partagées sur la politique sociale, sur la cohésion économique et sociale, sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'environnement, sur la protection des consommateurs, sur des enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Autrement dit, l'Europe a tous les leviers pour pouvoir travailler sur cette thématique-là et faire des propositions fortes qui devront être appliquées dans l'ensemble des pays pour garantir ce droit à se nourrir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le travail est titanesque, mais il a le mérite en tout cas d'être de plus en plus travaillé. Je pense qu'il y a une visibilité qui est de plus en plus grande de la part des actions de terrain, et ça c'est important. Et puis c'est important aussi que des personnes puissent travailler sur le sujet et mettre des rapports et mettre, comme tu as fait Magali, un travail d'étude, et comme le suggérait Denis de Pour la Solidarité, eh bien de travailler collectivement, donc que le travail vient de la base, qu'il y ait une pression de ces acteurs politiques et de ces acteurs associatifs locaux, pour pouvoir s'emparer de ce problème de droit à l'alimentation. Voilà, merci beaucoup. Merci Frédéric pour cette parole qui répond bien à l'exposé de Magali Ramel. En fait, ce que nous souhaitions, c'est qu'il y ait d'une part Magali Ramel comme auteur d'une thèse de doctorat en droit, mais ouverte à des enjeux sociologiques, et qu'il y ait une réponse de terrain en même temps politique et en même temps associative, et c'est bien sûr les deux paroles sont complémentaires l'une à l'autre pour pouvoir se faire une situation, même si la réalité est évidemment pour une vingtaine de pourcents de la population une situation tout à fait difficile, pour ne pas dire dramatique. Magali, est-ce que vous voulez, suite à l'exposé de Frédéric, à l'intervention de Frédéric Allais, ajouter un mot, ou bien je passe la parole au public? Peut-être juste, parce que les derniers mots de Frédéric font vraiment écho à ce sur quoi je travaille, donc c'est drôle, mais qui est justement en ce moment, la Commission européenne est en train de travailler à établir une législation cadre pour des systèmes alimentaires durables et donc répondre aux enjeux extrêmement forts, évidemment écologiques. Et je suis en train de travailler avec d'autres juristes à un argumentaire pour essayer de dire pourquoi il faudrait que le droit à l'alimentation soit au centre, puisque je n'ai pas eu le temps de le développer, mais le droit à l'alimentation, ce n'est pas uniquement nourrir, c'est vraiment tous ces enjeux de durabilité, évidemment de conditions de production, de semences, etc., sont au centre de cette définition. Donc voilà, ça fait vraiment écho à ce sur quoi j'essaie de me plonger, et c'est clairement
clairement, c'est ce que vous dites, hein, c'est systémique, c'est complexe, mais c'est vrai que je pense que c'est un des leviers essentiels de penser le droit à les politiques publiques aussi au niveau européen, en articulant avec ce qui se passe aussi au niveau local, quoi, et territorial. Donc, pour la solidarité, suit bien sûr les politiques européennes comme think tank européen. Et donc, Magali et Frédéric, et aussi à celles et ceux qui vous écoutent, nous sommes à disposition pour être aussi courroie de transmission vis-à-vis des institutions européennes avec qui nous sommes en contact quasi quotidien. Et donc, c'est un enjeu majeur au niveau européen. Et c'est un enjeu nouveau. C'est un enjeu nouveau pour l'Europe, puisque c'était intégré dans la politique agricole commune, en fait, pour faire court, et qu'aujourd'hui se rejoint à l'initiative de cette nouvelle commission, enfin, nouvelle, maintenant il y a quelques années, cet enjeu d'un Green Deal et d'un socle des droits sociaux. Les deux éléments se rejoignent et avec plusieurs intersections. Dans une des intersections, c'est cet enjeu d'une alimentation pour toutes et tous et une alimentation durable pour toutes et tous. Donc, c'est un nouvel enjeu sur lequel nous sommes extrêmement attentifs et nous intervenons comme nous pouvons. Et donc, on peut être force de relais, Frédéric et Magali, pour vos actions de terrain et vos travaux. Je vais me tourner vers plus ou moins 40 personnes qui sont présentes, 38 maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une intervention d'Eloï Gros, je ne sais pas si je prononce bien, et une intervention de Laurence Dougan. Je leur donne la parole, l'un ou l'autre, si vous le demandez. N'hésitez pas à demander la parole, à prendre la parole. Louise ou Eloï? Attends. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, merci, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant, en effet. Et effectivement, le droit à l'alimentation, je disais, donc j'ai différentes questions, je ne vais peut-être pas tout redécliner, mais le droit à l'alimentation est forcément lié finalement à l'agriculture, hein, c'est-à-dire que la production des aliments eux-mêmes. Et donc là, on se heurte très rapidement au problème de l'agro-industrie, qui comprend donc les systèmes agricoles à grande échelle, voilà, soumis au pétrole et aux engrais et qui détruisent les sols en fait. Et donc cette surproduction qui a pu avoir lieu grâce au progrès de la science, en fait, est utilisée actuellement pour détruire le capital qui avait été constitué par nos sols pendant des millénaires. Et donc, il y a derrière ça une logique industrielle et capitaliste, il faut dire ce qui est, qui recherche le profit à court terme et qui s'approprie un peu tout dans le monde, et donc qui menace en fait directement à cause du changement climatique, de la fin des ressources en énergie, pétrole, gaz, etc. Bien sûr, c'est pas pour demain la fin du pétrole, mais enfin, on voit bien qu'il y a des tensions sur les marchés pétroliers et que on sait qu'on a dépassé le pic de pétrole, hein, grosso modo, mais on en a encore pour 50 ou 100 ans peut-être, mais pas pour tout le monde. Et voilà, enfin, bref, voilà, il faut remettre en cause finalement les fondements du problème qui sont la production et la distribution des richesses. Et donc, il y a un côté production, donc côté agricole, il faut se réapproprier l'agriculture, la relocaliser, faire de l'agriculture qui soit saine, paysanne, qui régénère nos sols plutôt qu'ils la détruisent, et qui soit donc pour l'autonomie, des autonomies locales en fait. Et donc, il faut remettre les gens au travail pour faire des choses positives, et notamment donc, de l'agriculture saine, locale, etc. Et donc, ils auront en même temps les moyens, puisqu'ils vont fabriquer de la richesse, et en même temps, parce que c'était le problème de dire qu'on va aider les gens en leur donnant des sous pour qu'ils consomment, mais
comme vous l'avez dit, ça marche pas bien, parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et donc voilà, donc il y a ce problème du capitalisme globalisé en fait, qui prédate toutes nos ressources et qui nous menace notre survie. Je veux dire, concrètement, il y a des milliards de gens qui sont menacés dans les 30 ans qui viennent par ce système productiviste capitaliste. Donc, à quel moment et comment on fait pour s'y attaquer? Et effectivement, la PAC, par exemple, est un instrument qui est utilisé par les agro-industriels pour justement s'accaparer encore au maximum de ressources. Et donc, comment on fait pour réformer la PAC? Comment on fait pour changer ce système-là? Alors, est-ce que vous connaissez du coup la sécurité sociale alimentaire, qui est une proposition bon, je ne vais peut-être pas la détailler maintenant, mais il s'agit de passer des contrats directement avec les agriculteurs, entre les consommateurs et les agriculteurs, et donc d'aider à la production locale saine, d'assurer un revenu aux agriculteurs, tout en assurant aussi l'approvisionnement en aliments de la population. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous savez, vous êtes au courant de cette proposition-là de sécurité sociale alimentaire? Qu'en pensez-vous? Et voilà. Et je m'arrête ici. Merci. Désolé d'avoir un peu pris la parole. Et merci encore. Merci Héloïse. Nous vous avons donné la parole parce que le sujet que vous évoquez est intéressant, bien entendu. Qui veut, parmi les deux oratrices, orateurs, l'un de vous deux souhaite répondre? Magali? Oui, je peux répondre, bien sûr. Et puis, Frédéric pourra certainement compléter après. C'est sûr qu'il y a un grand enjeu autour du mode de production et de surproduction actuelle. Il me semble c'est intéressant de le remettre aussi dans ce qui est aussi dans l'histoire du droit à l'alimentation, mais tout ce système et ce qu'on a aujourd'hui, c'est la logique un peu de compréhension de tout ce la PAC, par exemple, est fondée après-guerre pour pouvoir nourrir l'Europe. Et à ce moment-là, vous voyez, fin Seconde Guerre mondiale, c'est quand même la principale préoccupation, avec une population qui est une pression démographique de plus en plus croissante, le besoin de produire suffisamment. Et à ce moment-là, la compréhension des causes de la faim et la façon dont on peut comprendre comment y répondre, c'est la logique malthusienne de se dire il faut produire plus pour pouvoir nourrir une population croissante. Ça, c'est vraiment l'approche qui domine la compréhension des causes de la faim jusqu'aux années 80. Et ces enjeux de surproduction, de révolution verte, d'industrialisation de l'agriculture, ça répond à cet enjeu à ce moment-là, avec toutes les limites qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'historique du droit à l'alimentation, et là où, vous voyez, il me semble un des enjeux aussi et apports, puisqu'on fait un peu un argumentaire pour le droit à l'alimentation de ce webinaire, c'est les travaux d'Amartya Sen dans les années 80 qui montrent qu'en fait, les enjeux de faim, on peut avoir des stocks suffisants pour pouvoir nourrir toute la population. Il n'empêche qu'on peut avoir sur un territoire stock suffisant et des populations qui sont quand même en sécurité alimentaire. Ce qu'on a en France, ce qu'on a dans Belgique, et ce qu'on a dans finalement la plupart des chiffres aujourd'hui qu'on nous avance de faim dans le monde, il y a très peu de personnes qui sont vraiment contraintes à cause de stocks insuffisants. Tout ça pour dire que l'enjeu aussi de l'alimentation, c'est de remettre évidemment les enjeux de comment on répond à la sécurité alimentaire sans se focaliser aussi uniquement sur cette production, et comment, autour du droit à l'alimentation, on vient protéger les logiques de pouvoir qui sont, c'est un des axes centraux dans les engagements de la responsabilité, c'est de contrôler les logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre. Et la plupart des travaux des rapporteurs spéciaux du droit à l'alimentation qui se sont succédés à l'ONU depuis les années 2000 portent justement sur le poids et l'influence de l'industrie agroalimentaire, portent sur l'influence et sur les contraintes sur les moyens de production qui ne vont pas dans le sens d'une alimentation qui soit durable et du système alimentaire durable. Un des grands spécialistes du droit à l'alimentation, c'était Christophe Gollet, qui a participé très activement à la déclaration du droit des paysans. Vous voyez, pour se dire, il me semble, encore une fois, dans cette espèce de plaidoyer ou d'argumentaire pour le droit à l'alimentation, qu'on a autour de cette approche par les droits des fondamentaux pour venir critiquer l'approche qui est uniquement capitaliste et productiviste, qui elle-même s'explique par une ancienne compréhension peut-être des causes de la faim et des enjeux qui sont en présence. Et peut-être et comment réformer la PAC, comment réformer le système, certainement qu'il y a de nombreux leviers, dont ce qui peut venir du terrain, mais je pense qu'il y a aussi des vrais leviers, c'est ce dont on parlait juste avant, d'amener ce changement de paradigme sur les causes et sur les enjeux au sein du droit et au sein des politiques publiques. Et il me semble que le droit à l'alimentation, si on ne le restreint pas à être à l'abri de la faim, mais on prend bien sur sa valeur contraignante,
peut être un outil vraiment important avec l'obligation pour l'État de respecter, de protéger, de mettre en œuvre ce droit. Et concernant la sécurité sociale et l'alimentation, je connais bien ceux qui aussi le développent en France et ceux qui expérimentent aujourd'hui un peu les premières caisses, notamment à Montpellier. Il me semble, c'est évidemment, ça participe de ce qui nous permet de poser les enjeux. C'est ce que disait Frédéric, le sujet est de plus en plus public. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, vraiment, on ne parlait pas de ces enjeux, en tout cas en France. Les enjeux écologiques et puis la crise du Covid ont contribué à le mettre vraiment une vraie visibilité. Le fait que les politiques s'en saisissent, que les initiatives se démultiplient sur les territoires, ce qui permet de faire bouger le territoire. Le paysage, ce qui permet aussi avec ces expérimentations et cette réflexion de la sécurité sociale de l'alimentation, d'essayer de poser les enjeux autrement, de changer l'approche, là encore. J'ai aussi travaillé au sein du Conseil national de l'alimentation où il y a eu un avis rendu sur la précarité alimentaire, où on a aussi fait une concertation croisée sur ces enjeux de sécurité alimentaire, sociale de l'alimentation. Il me semble juste, vous voyez, que ça n'exclut pas cet enjeu qui est vraiment de ce qui peut être dans l'expérimentation et nous permettre de tester d'autres façons de faire. Il me semble que ça n'exclut pas, quoique les approches par le droit ou par ces expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation ne s'excluent pas l'une l'autre et que le fait de faire du lien entre producteurs et consommateurs avec les caisses démocratiques qui verraient comment allouer un peu ces enjeux, ne doivent pas gommer aussi la nécessité, ce qu'on disait, de réforme au niveau de la PAC, qui contribuent dans les causes d'une rémunération insuffisante des producteurs, et ne doivent pas venir aussi exclure les sujets des inégalités d'accès à l'alimentation qui sont structurelles et qui dépendent un peu de l'offre alimentaire au plus proche des personnes. Et il me semble, en tout cas, je finis ici, excuse-moi, c'est une réponse un peu longue, mais sur les enjeux à protéger, je disais, autour du droit à l'alimentation, c'est bien protéger les droits des personnes et comment, dans les projets de sécurité sociale et l'alimentation, on met bien au centre et on reste attentif à venir protéger le choix des personnes, leur culture alimentaire, leur choix aussi dans leur mode de consommation et d'approvisionnement et de ne pas venir normer ce qui serait un comportement alimentaire durable, parce qu'il me semble que là, il y a le risque de revenir sur ce que je vous disais, de centrer un peu sur la responsabilité du consommateur uniquement, ou de venir contraindre les dépenses alimentaires, vous voyez, avec évidemment une contrainte beaucoup plus forte sur les ménages précaires qui n'ont pas le choix de leur alimentation déjà. Voilà un peu pour quelques lignes. Merci pour cette réponse complète. Mais Frédéric, est-ce que tu souhaites aussi ajouter un mot? Juste un mot sur la dernière partie, donc sur la sécurité sociale alimentaire. Effectivement, j'en ai pas parlé. Parce que ce n'était pas l'angle de mon exposé ici, puisque je ne voulais pas amener des propositions toutes faites, mais plutôt la discussion. Donc évidemment, j'ai moins travaillé ce sujet-là, donc je le connais, mais pas en détail. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais moi, ce qui me manque dans cette proposition-là, c'est justement toute la partie industrielle. De dire comment, en fait, le produit qui est déposé dans les magasins, pourquoi il ne répond pas directement aux standards, et donc que toute personne puisse avoir accès à ce produit-là. Pourquoi on doit passer sur un système un peu à côté pour pouvoir dire, voilà, on va te donner les moyens d'aller voir ailleurs, et ce produit-là peut rester. Donc, moi, je pense important d'avoir les deux volets. Donc, effectivement, si on repart sur la fin de l'intervention de Magali, il y a une interrogation qui, pour moi, est permanente, c'est de dire qui est capable d'imposer à quelqu'un d'autre ce qui est bien mangé ou ce qui est un produit de qualité. Donc, c'est vraiment un travail qui doit être global, qui doit prendre l'ensemble des éléments de la société. Mais la sécurité sociale alimentaire peut être une solution, mais je ne sais pas s'il répond à l'ensemble des enjeux du droit d'alimentation. Donc voilà, ça c'était ma réflexion. Mais je ne travaille pas sur ce sujet-là de manière complète. Ok, merci Frédéric. Je voudrais passer la parole à Laurence Dougan, si elle est toujours là, qu'elle a mis un post dans le question-réponse sur un des outils qui existent, qui est le FEAD, dont on n'a pour ainsi pas en parler, sauf de manière indirecte, qui est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, et une réponse en Belgique des autorités belges. Laurence, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous prenez la parole? Laurence, vous avez la parole. Je n'ai pas de... Ah voilà, vous m'entendez?
Très bien. Ah voilà, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je voulais compléter le propos de Frédéric Allais en disant quand même qu'il y a des choses qui se font aussi au niveau fédéral, enfin qui relayent des actions de l'Europe au niveau des différents États membres, et donc qu'on essaye justement depuis un certain nombre d'années d'implémenter des dimensions d'alimentation saine et durable dans l'aide alimentaire en partenariat avec les acteurs de terrain. Donc, pour essayer justement que c'est pas parce qu'on bénéficie d'une aide alimentaire qu'elle doit forcément ne pas correspondre justement aux recommandations alimentaires en vigueur. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, en fait, je me suis pas présentée. Donc, Laurence Dougan, je travaille donc, à ce qui s'apparente le ministère de la Santé publique français au niveau belge, et je m'occupe du plan fédéral nutrition santé et de la politique nutritionnelle fédérale. Donc, je gère également l'implémentation du Nutri-Score et de son déploiement en Belgique. Et évidemment, ce sont toutes des thématiques qui nous intéressent énormément au niveau des autorités. Et effectivement, comment aussi toucher les populations précarisées, à savoir que souvent elles échappent à l'éducation, on va dire à l'information qu'on peut distiller dans des campagnes. Et donc c'est très difficile d'avoir une écoute de cette population, et souvent elle se retrouve malheureusement dans une chaîne de précarité qui souvent s'hérite de père en fils. Et il y a, Frédéric Allais l'a abordé, cette difficulté aussi, enfin, ce sentiment de honte qu'on peut aussi nourrir quand on n'est pas capable de pouvoir offrir un repas à son enfant, de ne pas pouvoir garnir sa boîte à tartines. Et je voulais aussi revenir sur toutes des initiatives qui ont lieu évidemment tant en France qu'en Belgique, mais notamment la subsidiation des repas sains à l'école, notamment du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'effectivement la Belgique est un pays compliqué. Il y a Enfin, c'est un État fédéral, donc il y a une partie qui est gérée en Flandre, une partie qui est gérée en Wallonie et sur Bruxelles. Et depuis peu, il y a un projet qui vise à subsidier des repas sains pour les enfants qui sont dans une situation de précarité à l'école, parce qu'il y a un enfant sur 4 en Wallonie qui est dans une situation précaire et de grande vulnérabilité économique. Et donc souvent, on se rend compte qu'il y a des boîtes vides, et qu'il n'y a pas de collation, etc. Et donc, il y a des choses qui se font sur le plan, on va dire, des autorités régionales. Et donc, ça, c'est aussi intéressant de le soulever, malgré qu'évidemment, ce ne sont pas nécessairement des solutions long terme. On a évoqué le problème des multinationales, bien sûr. On en vient à même étudier le marketing alimentaire et voir qu'il cible les régions les plus précaires pour susciter l'adhésion de comportements malsains. Ça a été prouvé en Australie qu'il y a une intensité de publicité pour de la malbouffe plus forte dans les gares de quartiers plus paupérisés que d'autres. Donc, c'est pour vous dire dans quel état d'esprit les multinationales peuvent se retrouver pour vendre, faire acheter surtout des produits qui correspondent pas du tout aux recommandations alimentaires. Donc, on est vraiment face à un enjeu excessivement complexe, et j'ai trouvé hyper intéressant la présentation de Magali avec cette vision très macroscopique de la problématique de la malbouffe et de l'approche qui se veut non stigmatisant de l'individu aussi, parce qu'évidemment, ce serait trop simple de réduire ça au seul comportement individuel. C'est bien plus macroscopique et bien plus complexe. Mais bon, voilà, à notre petite échelle, et c'est la même chose du côté français, on essaye d'impacter les choses, mais ne rêvons pas non plus. Il y a des belles tentatives au niveau européen, on l'a évoqué également, le fait que maintenant l'Europe s'intéresse quand même à développer une nouvelle politique en matière d'alimentation durable et
d'essayer d'impacter nos modes de production, ce qui est effectivement un des leviers les plus importants, nos modes de production pour éviter d'être dommageables sur la planète, mais aussi sur la santé des individus. Mais il y a un gap énorme à combler, étant qu'on sera dans un paradigme de consumérisme et d'ultralibéralisme, ce sera très, très difficile de changer la tendance. Voilà, merci. Merci à Laurence Dougan pour ce témoignage tout à fait intéressant, montrant que les autorités publiques ont un certain rôle et qu'elles sont attentives à un certain nombre d'éléments dont nous avons parlé ici. Nous supposons bien qu'en France et dans d'autres pays, il y a une attention, je dirais, relativement nouvelle quand même, puisque au niveau belge comme au niveau français, cela fait quelques années qu'il y a une attention particulière sur ces sujets de l'alimentation saine et durable, de la même manière qu'au niveau européen, il y a une attention, mais de plus en plus importante, et donc on va vers le mieux et pas vers le moins bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous voulez, Magali ou Frédéric, rajouter un mot, ou bien j'essaie d'avoir, il n'y a plus personne qui est intervenu dans le chat. Est-ce que quelqu'un qui est dans l'écoute souhaite prendre la parole? Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. N'hésitez pas, parce qu'il y a des acteurs de terrain, encore une fois, que j'ai reconnus. N'hésitez pas à prendre la parole pour témoigner, non pas de répondre à ce qui a été dit, mais de témoigner sur ce que vous faites. Sinon, je sais qu'il y a, de manière beaucoup plus légère que l'exposé, que les interventions que nous avons entendues aujourd'hui, mais il y a un projet européen auquel participe pour la solidarité sur l'enjeu de l'alimentation et qu'Elisa Weber va nous présenter en 3-4 minutes, même si il n'est pas dans la suite logique de ce que nous venons d'entendre. Et je redonnerai la parole à Magali et Frédéric pour un mot de conclusion ensuite. Merci Denis. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Magali et Frédéric pour ces interventions super intéressantes. Donc, comme a dit Denis, voilà, j'avais envie de vous parler 2 secondes d'un projet qu'on fait ici qui concerne aussi l'alimentation, mais dans un axe tout à fait différent, parce que là, on va plutôt parler de formation de travailleurs et travailleuses dans les métiers qui tournent autour de l'alimentation. Et en fait, c'est un nouveau projet qui s'appelle Spice It. C'est un projet Erasmus+, donc cofinancé par la Commission européenne. Et le but de ce projet, c'est de créer une nouvelle formation pour les personnes travaillant dans l'ORECA. Donc l'ORECA, c'est hôtel, restaurant, café. Je ne sais pas si c'est un terme belge. Ouais. Qui vise à améliorer 3 types de compétences pour ces travailleurs et travailleuses. C'est des compétences en durabilité, en développement durable, en digital et en entrepreneuriat. Parce qu'on constate que ce sont 3 types de compétences qui sont de plus en plus demandées sur le marché du travail et que les formations actuelles ne couvrent pas toujours parfaitement ces domaines-là. Et donc, c'est un gros projet dans les partenaires. Il y a d'ailleurs 5 écoles professionnelles dans 4 pays différents. C'est l'idée par des partenaires italiens et nous, on fait partie du consortium également. Et là, pour l'instant, on en est aux premières étapes, c'est-à-dire de chercher quelles compétences sont effectivement demandées sur le marché du travail en alimentation et ce qui est déjà proposé dans les formations existantes. Et donc, vraiment, le gros morceau de ce projet, ça va être de créer une formation. Cette formation, elle va être disponible plutôt fin de l'année prochaine, donc il y a encore un peu de temps, mais on aimerait avoir un maximum de retours tout au long de la conception de la formation. Et donc, c'est en partie pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que on va avoir besoin d'avis, d'œil extérieur sur cette formation. Et à côté de ça aussi, pour ce projet, on va organiser toute une série de webinaires, un peu comme celui-ci, sur plein de thématiques différentes, mais qui ont toujours comme lien l'alimentation. Et donc, j'avais aussi envie de profiter de ce webinaire
pour vous proposer, si vous êtes intéressé par ce sujet, par ce projet, de laisser votre adresse mail dans le chat ou dans le chat pour qu'on puisse vous recontacter, vous inviter à ces webinaires, vous tenir au courant de l'évolution des activités. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais aussi mettre mon adresse mail si vous voulez me contacter. Et merci pour votre attention. Merci, Elisa. Et c'est l'occasion de dire que la Commission européenne permet, au travers de différents projets, soit des projets environnementaux live, soit des projets Erasmus+, en matière de formation, de faire travailler des acteurs de terrain sur des enjeux différents. Et donc, n'hésitez pas à profiter de ces opportunités de travailler avec des acteurs de différents pays européens. Voilà, ça concerne aussi des acteurs de formation dans le droit à l'alimentation, Magali. Et voilà. Peut-être un mot de conclusion, Magali, et un mot de conclusion, Frédéric? Magali? Oui, bah écoutez, merci de ce temps d'échange. Peut-être un mot de conclusion, on en a parlé plusieurs fois de l'actualité européenne. Il y a un vrai défi, je pense, pour essayer de changer, d'influer sur l'approche des systèmes alimentaires durables. En tout cas, il y a une ouverture politique et de voir comment, dans cette ouverture politique, on arrive à, ou non, mais en tout cas, de mettre au centre une compréhension de la durabilité des systèmes alimentaires qui, justement, viennent porter un angle critique, excusez-moi, j'ai du soleil qui arrive, mais qui vient porter un angle critique à la fois sur ces enjeux de marketing, de protection absolument de l'alimentation durable et saine pour tous. Et donc, comment on définit la qualité, comment on le définit sous un angle qui protège l'accès à l'alimentation, comment on met au centre l'enjeu de l'accès de tous à l'alimentation, cette alimentation durable. Et voilà, c'est de se dire qu'on a peut-être une ouverture politique pour porter le droit à l'alimentation à la fois au niveau européen, au niveau national, faire aussi comprendre ce que sont un peu ces ressorts. Et c'est peut-être cette conclusion d'un militantisme pour la juridique du droit à l'alimentation, mais de se dire que je pense vraiment que c'est un des leviers importants et peut-être pas assez mobilisé aujourd'hui, cette approche au sein du droit et des politiques publiques, en complément de l'ensemble de ce qui peut se faire. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas penser ces enjeux d'accès tous à l'alimentation et durabilité des systèmes alimentaires uniquement dans le champ académique ou disciplinaire, ou uniquement sur le terrain, ou uniquement politique. On a besoin absolument d'une approche croisée entre acteurs et au niveau territorial et national et aux différents, jusqu'à l'échelon mondial, quoi. Et j'ai peut-être une voie d'optimisme en espérant qu'on ait une période qui nous permette d'essayer d'influer un peu sur les lignes qui, on est d'accord, ne sont pas dans le bon sens, mais où il y a une ouverture politique, je pense, aujourd'hui. Parfait. Merci, Magali, pour cette note d'espoir et d'optimisme même. Frédéric? Oui, ben, je partage cette note d'optimisme. Si on regarde aujourd'hui la table ronde, donc on a parlé agriculture, on a parlé industrie, on a parlé politique publique avec Mme Dougan, on a parlé juridique avec Magali. Donc, on a parlé de la volonté de la Commission de travailler sur ce sujet-là. Je pense que tout est favorable à travailler et à réaliser le plus possible ce droit à l'alimentation. Maintenant, peut-être que ça doit passer également par toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ou qui s'intéressent au sujet, par des forces de proposition, des forces d'initiative. On a parlé de projets européens, on a parlé de recherche. Je pense qu'il faut alimenter, sans jeu de mots, le plus possible ce sujet-là pour être force de proposition et force d'initiative, parce que on le voit bien dans chaque structure acteur de ce droit à l'alimentation, il y a des personnes qui portent un message, qui vont dans le bon sens et qui vont vers cette réalisation-là. Unissons nos forces, ça me rappelle quelque chose, et allons-y pour avancer sur cette thématique-là. Merci Magali, merci Frédéric pour ces mots de conclusion. Merci pour vos interventions extrêmement riches. Merci à celles et ceux qui ont suivi ce webinaire et qui sont intervenus encore plus. Et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux webinaires, ou rencontres physiques sur les enjeux de la solidarité européenne qui nous est si chère. Merci d'y avoir contribué et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous.